Moi je dis yeux noirs, je ne dis pas yeux noirs parce que... Et puis après je vous lis je vous lirai des extraits d'un texte poétique qui est une sorte de conférence poétique qui a été créée le 13 novembre dernier à la Maison de la Poésie avec un comédien. Voilà, et le 13 novembre, vous savez ce qui s'est passé. On est resté 3 heures dans la salle enfermés après après des événements terribles. Et je vous dis ça, c'est parce que quand vous allez entendre ce que je vous lirai, vous comprendrez qu'il y avait entre toute attente une sorte d'écho avec les événements et le texte. Voilà. Donc, je vous lis un extrait du récit, pas vraiment un roman. Des années plus tard, les contes ne sont toujours pas clairs. Qu'importe. La vieille maison tragique de l'existence a pris l'odeur des gens et des foulards obscurs qui les étranglent et des fleuves dans lesquels ils se noient. Oh, nous cherchons un feu, nous cherchons un feu. J'appartiens à cette génération blanche à qui rien de particulier n'arriva. Ni guerre, ni abandon, ni révolution, ni misère, ni famine, ni aventure. Je crois que les vents hurlaient autour de nous, et nous n'en savions rien, ou nous ne voulions pas savoir. Et tout ce temps perdu à décider qui nous sommes, mais que les anges du ciel en soient témoins. Que les anges du ciel en soient témoins. Même abandonné et trahi, je n'étais pas seul. Je vivais des drames obscurs. Yeux noirs m'avaient entraîné à des actes que l'enfance n'est censée ni subir ni commettre, et qu'elle recouvre de son silence coupable. On dit que ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde. J'ai le sentiment aujourd'hui que beaucoup de choses se sont faites sans moi, sans ma volonté, je veux dire, mais que ces choses brûlantes sont devenues des oiseaux qui n'existent pas et qui auraient trouvé leur nid en moi sans que je puisse les en chasser. J'aurais toujours du mal à m'endormir en pensant à ces oiseaux-là, sans existence autre qu'un souvenir tronqué comme une promesse jamais réalisée. Celle du silence de l'enfant, la promesse faite à la belle yeux noirs de ne jamais rien dire. Et quoi pour finir? Le temps passant, il n'est plus resté de la promesse que sa coque vide. Ne rien dire, mais quoi? Quel était le message du secret, son texte indéchiffrable? Comme si de l'interdit n'était finalement resté que l'enveloppe vide. Toute ma vie, je demeurerai retenu et fidèle à cette ordalie creuse comme un trou noir. Mais j'apprendrai plus tard que les étoiles passent ainsi par une série de dilatations et d'effondrements. Mais celles dont la masse équivaut à plusieurs fois la masse solaire voient leur densité augmenter à force de s'effondrer sur elles-mêmes et certaines finissent en trous noirs. On dit que ce sont de gigantesques aspirateurs à matière, tout en imaginant qu'ils produisent ainsi de l'énergie. Il en est allé de même pour notre secret, devenu invisible, ne pouvant réfléchir ni émettre de lumière, il est devenu silence, si dense, si lourd, qu'il s'est écroulé sur lui-même en portant sa masse et libérant une sorte d'aspiration, un vide, comme le phénomène de la grâce qu'ont écrit certains théologiens. La grâce ne nous comble que du néant qu'elle produit quand nous la recevons. Bon, c'est tout pour eux. Je vais vous dire, ça va durer 3 heures, je pense. Non, ça s'appelle « What is like to be a hero ». C'est marqué, c'est en anglais. Mais la traduction en français, c'est « Comment construire une épopée ». Ça s'appelle la traduction, c'est-à-dire c'est jamais... Oh, pardon. Alors c'est une conférence. Hein, donc, Mesdames, messieurs, mes amis, nous entendons à peine la tempête dehors et nous voudrions entendre les oiseaux chanter. Mais les oiseaux ne chantent pas dans la tempête. C'est pourquoi. Et nous ne savons pas le langage de la tempête. C'est pourquoi. Ni exprimer la hantise de l'action. C'est pourquoi. Nous ne sommes plus des héros. C'est pourquoi. Dites avec moi. Vite, merveilleux, reviens. Vite, merveilleux, reviens. Vite, merveilleux, reviens.
ça devient... Bon, bref. Je chauffe bien la salle, hein. Il ne nous reste qu'une vie docile, et cependant, nous ne pouvons vivre sans violence. Je demande que la porte s'ouvre, un passage, et que tout soit différent. Mesdames, messieurs, mes amis, ce qui nous manque, ce sont les occasions de vivre dans le ciel. Nous avons commandé des astres, mais où sont-ils? C'est pourquoi, avec vous, ici et maintenant, je veux construire une épopée. Je veux chanter la guerre et les hommes qui la font. Mais connaissez-vous les origines de l'action? Comment elle s'introduit chez vous? Comment elle réclame que le corps bouge et vacille? Comme elle vous quitte brutalement? Et comme elle vous laisse épuisée et lâche, reine misérable, mise sur le bûcher de l'ennui, qui demande à l'oreille de chacun, ah, tout recommencer de zéro, tout recommencer de zéro. Je veux dire, avez-vous vraiment pensé à l'action, à l'apparition de l'action en vous, jusqu'à dissoudre sa puissance dans votre parole hésitante, cette lumière de l'action qui, certains matins, désosse les cadavres que nous sommes devenus? Ah, la tendresse héroïque de l'action, revenant d'un vieil aéroport, une ville fantôme, au volant d'un pick-up brinque-ballant et sous les regards de quelques survivants affamés. Je vois, vous en êtes encore à guetter le signal. Le craquement de l'action qui s'introduirait lentement dans votre cœur, comme dans une maison vide. Vous pensez encore à l'action comme à quelqu'un de connu et familier, quelqu'un qui vous ferait signe de loin. Parfois, c'est une sœur perdue dans la tempête. Mais l'action chez nous a depuis longtemps et doucement refermé la porte derrière elle. Ah, c'est toi? Vous ne saviez pas. L'action est une vieille femme patiente. Aujourd'hui, chez nous, elle perd un peu la tête. Elle est restée près de la fenêtre un temps incalculable, comme une chose posée là, il y a très très longtemps, des siècles. Et vous l'avez soigneusement évitée du regard, tout aussi longtemps. Ah, c'est toi? Elle avait disparu, comme une vieille mère qui aurait un peu perdu la tête dans la tempête. Elle a disparu avec les combats d'autrefois, avec les départs pour de lointains rivages. Elle a disparu avec les chants des matelots, des soldats. Et sommes-nous bien certains de la reconnaître quand elle est réapparaît ici, parmi nous, encombrée de milliards de gestes sacrés, dans la tempête, notre tempête, cette pensée importante et détruite qui ferait de nous encore aujourd'hui, à ses yeux de vieilles femmes, des explorateurs, des héros. Dans la tempête. L'action au bord des larmes, comme une épave, une obscure obsession. Laissez-moi faire, je récapitule. Toute action exige la supposition d'un sujet, un agent, un acteur, un moi capable de s'attribuer l'action. Mais s'attribuer l'action ne signifie pas encore agir. Qu'est celui en moi qui veut agir? Et celui en moi qui renonce à l'action? Agissant, je suis touché par le monde dans lequel j'agis. L'étincelle s'allume dans l'action, de telle sorte que les conséquences les plus inattendues peuvent suivre de l'action, en dehors de toute prévision possible de l'agent lui-même. De la sorte, agir veut dire se livrer à l'inattendu, et il n'est pas d'action qui puisse y échapper. Nous sommes, mesdames, messieurs, mes amis, nous sommes de petits sujets tourbillonnant dans le vent froid de l'action, dans la tempête. Toute action suppose un agent. Un agent suppose un objet, tout objet suppose un monde suppose un langage, tout langage suppose un sujet suppose un projet suppose un amour suppose une histoire suppose quelqu'un d'autre que moi suppose un temps suppose une mort suppose une parole, toute parole suppose un espace, tout espace suppose un mouvement, tout mouvement suppose une action, toute action suppose un agent. Tout agent fait naître une tempête. Alors dites-vous, pourquoi revenir ainsi à l'épouvantable louange de l'action? Je réponds, ou bien la nostalgie, ou bien l'action. Que nous reste-t-il d'autre? Depuis toujours, l'action est une superstition qui sème le trouble, dans le langage, dans la tempête du langage. Il faut réapprendre à parler. Pour cela, commencer par s'attribuer une action, n'importe laquelle. Inceste, parricide, conquête de Troie ou de Babylone, exploration des Amériques ou d'ailleurs, conquête de l'espace, exil, tuerie, massacre, puis comme une reine criminelle, invoquer la haine cachée du monde pour justifier sa faiblesse, construire un défi, dire « je bâtirai », je dirai, j'irai, j'agirai, dire je le ferai. Et puis, doucement, renoncer.
Non, c'est trop, pas comme ça. Je n'y arriverai pas. Et parler comme, de façon fugace, exsangue, sentimentale et brouillée par de contradictoires aspirations. Mais en ordre et en rythme. Deux brèves, une longue, deux brèves, une longue, deux brèves, une longue, deux brèves, une longue. L'absence du langage a tué l'espoir. C'est pourquoi. Sans mots, quel courage est possible? Mais l'action, nous pensons n'avoir à nous que la vie quotidienne, que sa banalité. Et cependant, un soir, nous comprenons que nous ne pouvons vivre sans grandeur. Répétez après moi. Et cependant, un soir, nous comprenons que nous ne pouvons vivre sans grandeur. Non, celle-là, c'est bon. Avoir comme Achille, à choisir entre rester dans son royaume natal, y vivre une petite vie sans signification, ou se rendre à Troie, et se couvrir de gloire au combat, et risquer la mort. Mais moi, je me réveille à l'aube. 5 ou 6 heures, parfois, je me rendors. Souvent, non. Et je demeure allongé sur mon lit, dans une sorte d'antichambre de l'action, où j'ai appris depuis l'enfance à me taire et à écouter les bruits légers de l'anonyme jour qui vient. Cette chose n'a pas changé. Guetter le pas de quelqu'un qui n'apparaît jamais. Et pour cause, malgré ou en raison de ce désir déchirant que j'ai de le voir apparaître, il arrive ainsi que nous jetions toutes nos forces dans la construction imaginaire d'un monde de mots et de paroles qui deviennent autant de barrages à l'action et de frontières infranchissables. Oh, le langage. Et moi, mesdames, messieurs, mes amis, et moi, non, je fermerai les yeux, j'écouterai le vent dehors. Ne reste pas là à ne rien faire, me dirait maman comme tu es. Ah, revient le chant épique des mers, fait et devient, il n'y a que ça. Dans chacun des héros que nous sommes pas, je vois ce petit enfant pâle et désœuvré qui tourne en rond dans une pièce. Il faut une mère près de nous, comme si nous étions depuis toujours 2 survivants d'un massacre imaginé. Et ces soupirs de mère derrière nous, toute sa solitude de mère, comme un souffle écrasant sur nos épaules d'enfant. Et ce demi-regard en arrière que l'enfant jette alors par-dessus l'épaule en direction de l'épouvante primitive. Agir. Agir, ce train lointain. Pour faire une épopée, il faut un enfant qui s'ennuie et une mère qui s'inquiète derrière lui. Il faut un monde stupide et présent que vient heurter de plein fouet la vitesse du passé. Construire un poème par une de ces nuits qui rapproche les hommes et les mots, qui rapproche les hommes des usines rouges au bord des fleuves et des machines à l'arrêt de leurs cœurs antiques, qui les rapproche de l'aube et de ses démolisseurs, qui les rapproche de l'idée d'être des saints, des nouveau-nés, des aventuriers, et alors entrer dans l'arène. Et là, dans l'arène, ce qui nous manque le plus, je crois comprendre enfin, c'est la somme de nous tous dans le langage. Mesdames, messieurs, des amis, la somme que nous ne serons jamais, que nous n'additionnerons jamais. La somme de nous tous dans un poème robot, un poème mécanique, un poème machine vivante, un poème action qui nous rassemble comme au seuil du destin. Pour cela, construire artificiellement la perception d'un monde par les mots, le langage et ses formes, un monde dans lequel nous aimerions agir, vivre et mourir. Ah, c'était la littérature. Pour cela, la question n'est pas seulement est-ce que les mots pensent comme nous, aiment comme nous, agissent et faiblissent, renoncent comme nous. La question est de quel gâchis, de quelle destruction, de quel néant s'accompagnera cette création de mots. Parfois, la littérature fut à quoi ressemble le parfum d'une fleur, d'une chevelure. Il s'agissait de construire dans le langage les sentiments du parfum, celui de la chevelure. Et la littérature fut de la même façon à quoi ressemble l'action, le meurtre, le combat, le voyage, le sacrifice. Mesdames, messieurs, mes amis, je vous demande si l'idée de poème machine, émergeant comme des êtres héroïques, pourrait nous paraître concevable. Je n'ai aucun problème avec l'idée qu'on puisse créer des organismes dotés d'une identité héroïque et dotés d'une conscience artificielle de l'exploit et de son langage sensible. Robots héros. L'humanité parlante elle-même m'a toujours semblé sortie tout droit d'une vieille tragédie muette filmée de Charlie Chaplin, âme KO, cœur brisé, espoir fou sur patin à roulettes au bord du précipice et de la blessure de vivre. Ce qu'il reste de la littérature est là, la maladresse, pas plus. Il nous faut des robots de langage, je vous dis, des robots avec des lauriers de sang,
des créatures fabriquées qui jamais n'auront fini par apprendre à vivre et pour cela pourront agir et chanter comme les héros que nous n'avons jamais été. Je souhaite à présent que l'anthropologie devienne un champ d'expérimentation, une bombe à retardement. Que l'héroïsme soit le fait de robots humains. Leurs imperfections, leurs échecs, nous les rendront d'autant plus sympathiques et humains. Tout comme la maladresse d'un interlocuteur humain peut nous inciter à plus de tendresse davantage, à davantage de bienveillance, voire à une sorte de tendresse provoquée par le désir d'aider un être que son échec nous fait reconnaître comme semblable, un frère enfin. Alors les robots finiront par crier grâce. Nous sommes dans le langage des passagers silencieux, des enfants incroyablement obéissants et des animaux domestiques bien-aimés. Oui, dans le langage, nous obéissons, c'est notre dernière vitalité. Mesdames, Messieurs, mes amis, l'imagination a soif et l'obscurité grandit. Sous le désir enfantin de vivre, la déchirure lentement s'accroît et l'existence peuple notre solitude de 1001 souvenirs funèbres. Il faudrait réagir. Comment décrire ce qui se passe sous nos yeux? Tout craque et chancelle dans l'effroi. Les mots nous échappent, les choses avec, les choses nécessaires autrefois, comme la mort et la Mésopotamie, ou l'amère victoire dans le sang et les larmes, comme l'honnêteté ou la transparence des créatures qui s'évanouissent dans la poudre de nos actes. Les rivages lointains s'estompent. Ces choses-là, que sont-elles devenues? Le langage autrefois faisait battre et agir nos cœurs. Aujourd'hui, non. Nous écoutons la terreur à la radio, nous contemplons les images de la terreur sur les écrans. Ce qui nous manque le plus, c'est l'épopée. Ce qui manque le plus au monde d'aujourd'hui, c'est elle. C'est l'épopée. C'est-à-dire mettre du langage dans la noirceur de l'action, et encore, que le langage envahisse nos solitudes.